De retour messieurs dames et grand retour de Optic Gaming pour cette deuxième journée de la deuxième semaine de LCS NA Spring Split 2018. Optic peut-être pour la première victoire, Gardo. Peut-être, après là on n'est pas sur des teams haut de tableau comme on a pu voir en début finalement de cette soirée, donc j'espère les voir réussir à gratter peut-être la première victoire de la JAB. Parce que bon, le bon Jaboutin finalement pour l'instant parti en NA a un petit peu de mal à maintenir ses troupes. Après c'est pas facile du tout, hein, le fait de devoir recréer une équipe comme ça, d'être une structure naissante, ça peut demander un petit peu de temps. On l'a vu, hein, même en Europe de toute façon, les structures historiques ne performent pas forcément non plus. En Corée non plus, d'ailleurs les SKT sont tout en bas du classement, ce qui est plutôt surprenant. Donc voilà, il faut pas non plus, je dirais, enterrer pour le moment Optic Gaming et se dire que c'est juste besoin de se mettre en place, de gérer les stratégies. Et finalement, moi j'y crois dans Optic Gaming, tu vois, il y a quand même des joueurs de talent globalement. Ah bah oui quand même, hein. On a quand même PoE, on a Haro, ne serait-ce que pour citer ces deux-là. Non, il y a tout ce qu'il faut, et si on regarde un petit peu l'historique, bon, hier c'était contre TSM, c'est une game qui a duré 1 heure, qui, on le sait, les games longues comme ça avec peu de kills, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais sur le plan tactique, Optic a été loin d'être ridicule, même si l'expérience a fait la différence pour moi avec un Mythic qui a juste complètement crucifié des teamfights à lui tout seul, avec son hand support. Côté Optic, on a quand même des rencontres qui étaient difficiles, puisque leur match d'ouverture en première journée était face aux 100 Thieves, qui était premier égalité au classement jusqu'à aujourd'hui. On a enchaîné derrière contre Team Liquid, qui avait frappé très fort sur le match d'ouverture face à TSM et qui continue de très bien performer. Pour Optic, c'est le premier match peut-être, on va dire, à leur taille, tout simplement. Puisque FlyQuest, c'est une très bonne équipe. C'était une très bonne équipe puisqu'ils ont fini dans le haut de classement sur le Spring Split de la saison précédente. En Summer, on s'est peut-être un petit peu effondré, mais depuis le remaniement au niveau du roster, il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes, avec notamment un Honda, jeune rookie au niveau de la jungle, qui fait de très belles choses. Ah, un Canadien d'ailleurs, on n'en a pas beaucoup de Canadiens finalement. Alors il y a Walter Tull aussi dans la team, il se retrouve donc à 2 de la même nationalité dans cette équipe, mais c'est pas non plus les joueurs qu'on voit le plus souvent. Il y a beaucoup de Danois dans LoL, bon, de Coréens on n'en parle plus, mais c'est assez amusant comme ça de voir que le continent américain global commence à avoir de plus en plus de talents émergents. C'est vrai. Et je trouve que c'est une très bonne chose finalement, qu'on arrête un petit peu juste d'importer des Coréens, d'importer des Européens et justement commencer à créer ce vivier de talent, parce qu'avec le nombre de joueurs américains, c'est comme un des serveurs les plus peuplés finalement, ce serait dommage de ne pas réussir à détecter les gros joueurs. Donc pour Optic Gaming et FlyQuest, effectivement comme tu as dit, c'est peut-être le premier match chopable pour Optic Gaming et je leur souhaite vraiment d'attraper ce match, qu'on puisse dire voilà, le premier match de Zaboutine gagné, on y était. Et d'ailleurs au passage on notera que c'est Kin qui était aligné sur la mid lane pour FlyQuest. On rappelle Kin, ancien mid laner de Dignitas, mais surtout mid laner remplaçant de chez FlyQuest, puisque c'est normalement Fly, le joueur coréen, qui devrait officier au niveau de ce rôle là, et il me semble qu'il est bloqué pour l'instant à cause de problèmes de visa. Du coup, il faudra attendre un petit peu plus pour que FlyQuest puisse effectuer sa saison avec son 5 majeur. On est parti dans cette draft. Directement le respect sur PoE, Saoriana, la fameuse Oriana de Nashor séculaire qui fait toujours aussi peur. Le Kog'Maw contre la Tortue Sauvage, Ryze également. Ryze d'ailleurs qui a été dégagé très tôt dans cette draft par rapport à la game précédente. Ouais, ils prennent pas de risque à l'Optic Gaming et on sait qu'actuellement il y a certains Ryze, je pense rapidement à Jizuke, qui tiennent voire détruisent les Azirs, donc forcément ban Ryze côté Optic si on voulait faire split le Azir, le ban Azir est instantané du côté des FlyQuest. Il reste potentiellement à récupérer actuellement le Gangplank, mais dans ces conditions là faire très attention au combo de jungle plus top lane agressive. Il y a aussi Sejuani qui reste un pick ultra safe, Braum potentiellement aussi. On a quand même encore beaucoup d'options dans la draft pour le moment. Et Zoé, ne pas oublier Zoé aussi. Ouais, effectivement, pendant qu'on voit le bon Jab donner les infos avec des petits clins d'œil, il y a une très bonne ambiance au sein de l'Optic Optic Gaming. Pour ceux qui n'auraient pas été voir, sachez que Zap fait régulièrement des périscopes en expliquant voilà, comment ça se passe, un petit peu la vie au NA, comment ça se passe avec l'équipe. Et notamment, il y a une belle relation qui est en train de se créer avec Haro, qu'on voit régulièrement en train de faire n'importe quoi, et notre Zaboutin préféré unique. Et du coup, ce sera une première rotation sur Ezreal. C'est la rotation par défaut qu'on voit le plus souvent en ce moment en first pick. Ouais, le truc c'est que là tu laisses Gnar, Sejuani, Braum potentiellement. C'est S qui pourtant est peut-être le carrière, enfin on l'a vu dans la game avec les TSM par exemple tout à l'heure. Même s'il est devant dans la game, s'il n'y a pas un gros snowball de team, ça devient difficile à gérer. Et ça peut se gérer au niveau de la botlane avec une duo lane qui split push énormément. Évidemment, si tu as une duo lane qui split push, pardon, qui push beaucoup, par contre, il te faut dans ces conditions-là avoir un jungler aussi aggro pour venir aider cette lane qui push. Ça peut être un peu compliqué. Là, le Varus, je trouve, gère très bien le Ezreal, puisqu'un Ez qui est sous sa tour ne peut pas de poke et du coup ne peut pas faire proc la kleptomancie. Effectivement. Du coup, alors la réponse côté optique, la Sejuani dont tu parlais semble indiquer après
On sait qu'Acadian a un pool de champions quand même assez varié. Et on va repartir sur la Syndra qu'on avait déjà vu hier pour PoE. Zap s'était exprimé dessus en disant que c'est un champion qu'on voit assez peu aujourd'hui, mais qui pour lui, après moult discussions avec PoE, est complètement ok. Et en fait, notamment quand on connaît la puissance de duel d'une Syndra dans les mains d'un joueur comme PoE, qui fait vraiment de son cœur de jeu des carry casters duellistes, ça peut faire des merveilles. Un Tahm derrière. Le duo Tahm-Kench-Ezreal, ça permet de punir en cross-map de manière assez forte et c'est une très bonne réponse au speed push. Speed push qui est déjà assumé par FlyQuest avec ce pick Gnar. Ouais, c'est intéressant aussi, ça compense la faiblesse de push de Ez avec la dévoration utilisée sur les creeps justement pour les détruire assez rapidement. Là côté FlyQuest on a toujours cette Sejuani dont on parlait tout à l'heure. Pour gérer la mid lane, gérer une Syndra, il y a Malzahar qui est disponible même si c'est un peu compliqué en termes de range. Du coup la Taliyah ici est très intéressante pour le coup, histoire de décaler beaucoup plus vite. On évite le 1v1 avec la Syndra, on push, on décale, histoire de ne pas prendre le risque de manger un déferlement de puissance. Le fameux pusher décalé Guada qu'on connaît bien. Et du coup, deuxième rotation de ban côté FlyQuest, en face probablement sur la top lane. Top lane ou jungle, on a le choix. Qu'est-ce qu'on fait du côté de Rapid Star, ancien DC coréen, et voilà. On parlait du pool de champion acadienne un peu exotique, son Rengar qui va se faire respecter. C'est chez les KSV où il y a du Rengar de sortie. Ambition d'abord la sortie sans que ça fonctionne. Arus les fait ban. Et assez intéressant effectivement le pick qui commence à revoir le jour, notamment face à des Nidalee qui gèrent très bien parce que s'il la voit dans la jungle, en théorie il a un burst suffisant pour pouvoir gérer le 1v1. Évidemment il faut un bon warding pour les spears mais ça se fait. Zac qui est retiré, il reste potentiellement la fameuse Sejuani, toujours un gros pick tank du moment. Ouais, effectivement. Sejuani, le Zac qui peut faire peur. On a envie de... Ce ban Zac il est très important pour Optic puisque c'est le jungler qui fait le plus peur en termes de relation jungle mid et une Syndra est très sensible à un slingshot. Du coup qu'est-ce qu'on fait pour Optic? Est-ce qu'on bannerait pas cette Sage aussi? Puisque on pourrait avoir un scénario dans lequel on voudrait avoir une relation jungle mid forte chez Optic, ce qui n'est pas forcément obligatoire dans la méta. Et Sejuani est probablement l'un des pires junglers, voilà, ban Sejuani. Ça n'a aucun intérêt dans la composition d'équipe Optic et ce serait très embêtant si FlyQuest pouvait la valider. Et ouais, par contre là côté Optic Gaming, ce qui est récupérable, c'est typiquement Kha'Zix plus Camille qui peut venir gêner le Gnar. L'idée c'est que Gnar, t'as envie de le gêner très tôt dans la game, tu peux snowball dessus. Si tu donnes la Sandra à Camille, ensuite elle prend le speed push à elle-même. Et dans ces conditions là, quand tu restes à 4, le reste de la compo peut très bien clear et safe avec le Tahm-Kench. Ça peut être un choix agressif de la part de Optic mais qui aurait tout à fait sens ici, étant donné qu'après le combo Camille plus Kha'Zix marche aussi très bien face à Taliyah, très bien face à Varus. Et l'idée c'est voilà, tu catches, tu tues, étant donné que c'est très squishy en face. Ouais, effectivement. En fait il faut pas jouer avec trop de tanks chez Optic puisqu'il y a un Varus en face. Varus Taliyah, deux excellents champions pour être la front lane. Et pourtant, ça va être le Mao. Mao face à Gnar. Ouais, ce Mao, il est... Alors en fait, le Mao permet de prendre le Kha'Zix. Là où soit tu prends une Camille top et derrière tu vas prendre un bruiser jungle. Un Jarvan aurait été parfait, mais le Jarvan a été récupéré par FlyQuest. Et du coup, c'est un peu un Maokai en désespoir de cause là-dessus. Maintenant, Mao contre Varus, honnêtement, Varus Taliyah, j'ai peur qu'on s'empale un petit peu là-dessus. Maintenant, tu es censé pouvoir tenir ta top lane avec un Maokai, au moins jouer en refus de match-up. Et derrière, on a une relation de jungle mid qui est très forte. Je vous laisse imaginer la phase de burst sur un duo Syndra plus Kha'Zix sur une Taliyah. Pour Kin, d'ailleurs on part au heal pour l'instant. Alors on verra quand on arrivera en jeu si on part sur la cleanse par la suite. Mais si on reste au heal, il y a un vrai potentiel de kill côté Optic Gaming. Ouais, effectivement, à voir s'il n'y a pas un spellbook du coup. Pour changer un petit peu tout ça, peut-être du côté de Kin. La draft des FlyQuest me paraît tout à fait convaincante, notamment le combo Jarvan plus Gnar. On n'en parle plus mais c'est toujours très fort. Cataclysme, ulti de Gnar qui permet d'avoir le wall directement. La Lulu qui va très bien avec Gnar aussi justement pour l'augmentation de la hitbox du personnage pour l'ultimate. Bref, il y a de quoi faire côté FlyQuest. Ça me paraît beaucoup plus versatile. D'ailleurs c'est vrai que ce pick Lulu il est assez étonnant. Puisqu'on voit aujourd'hui au niveau de la présence des champions au rôle de support, c'est très majoritairement du mêlée. C'est Braum, Taric, Tahm-Kench au-dessus de 80% de présence, Alistar, Ornn au-dessus des 60 et le premier support range qu'on voit arriver c'est Morgana avec 24% de présence. C'est la première Lulu de LCS NA sur cette saison. Lulu en duo avec Varus, ça marche très bien et d'ailleurs Stunt, si je ne m'abuse, qui est parti avec un Ignite. Attention à ça, on sait que Varus excelle dans la destruction de gros sacs à point de vie comme Tahm-Kench avec une Lulu qui va pouvoir buffer derrière. C'est pareil, ça va faire très mal. Maintenant, ça se contrôle, notamment avec des dives. Et là où le point très important que je voulais vous mettre en avant, c'est que Kin a été le joueur le plus faible de chez FlyQuest depuis ce début de saison. Il a été très faible hier avec son Rise. Et comme on a une vraie emphase au niveau de la relation jungle build pour Optic,
Bah, ça devrait taper dur normalement. C'est vrai, de toute façon, gank la top lane n'est pas super intéressant étant donné que c'est un Maokai. Gank la bot lane, t'as pas de setup de gank. Du coup, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que la mid lane reste le meilleur choix pour Acadian. Et on sait qu'Acadian s'était révélé l'année dernière, notamment chez les Fox, au début, avec des junglers agressifs sur lesquels il était excellent. Oui, effectivement. Très bon Lee Sin, très bon Kha'Zix, très bon Rengar. C'est son cœur de jeu, hein. C'est un espèce de Contrax V2, un poil moins talentueux. Sinon, bah, c'est Acadian qui aurait eu le rookie du split. Mais c'est un joueur qui a un certain panache et qui travaille très très bien. C'est un bosseur en fait, Acadian, c'est ça qui est important de comprendre. On n'est pas dans une force flex, on va dire, comme les Contrax, qui est capable vraiment de s'adapter. Et il l'a montré l'année dernière, de passer du Lee Sin au Gragas, en passant par la Sejuani, en revenant sur du Kha'Zix. Acadian, on est plus dans de la rigueur du je joue d'assassin et je le joue bien. Sur les temps qu'on est un petit peu en retrait. Par contre, il y a cette remise en question, il y a cette force de travail qui est quand même assez colossale. Ouais, c'est très important dans ce genre d'équipe. Point important ici, on a un minion dématérializer du côté de Haro, mais aussi du côté de Zig. Habituellement, c'est récupéré sur les mid laners, parfois sur les supports. C'est extrêmement rare de voir sur les top laners et Cariadé. Pour le coup, point rapide au niveau de Keystone, l'Aftershock, Electrocute, Meteor. Bon, Klepto plus gardien du côté des Opti Gaming. Pas de surprise, mais pas de spellbook. Là où du côté des FlyQuest, on a 3 aéries, respectivement top, mid et support. Et un spellbook qui est du côté de Wild Turtle. Et ça, le spellbook me paraît important, histoire de récupérer les summoner spells plus régulièrement pour ce Cariadé, puisqu'un Varus, malheureusement, une fois qu'il n'a plus de flash, il est très sensible comme une civière. Ouais, et surtout ça va permettre d'avoir le push. En fait, les ADC Spellbook sont la meilleure réponse à Ezreal aujourd'hui en compétitif. Sur le plan tactique, j'entends pas forcément en termes de kill, de 2v2 ou quoi que ce soit, seulement pour sa capacité en fait à maintenir une pression très forte au niveau de la lane en continu. Et généralement on avait vu ça sur les Sivir historiquement en premier lieu. Maintenant on peut le voir sur des Varus, on a pu le voir sur des Caitlyn. On a pu le voir sur énormément de champions, mais même sur la Kalista de Sneaky sur la game précédente. Et c'est vrai que ça avait fait un effet qui était très très fort, puisque si je me souviens bien, on avait atteint les 200 CS à 17 minutes de jeu. Chose qui, au rôle d'ADC, est quand même assez exceptionnelle. Ouais, c'est assez exceptionnel, et sur des pics un peu comme Kalista, voilà, qui ont justement un early game qui est extrêmement fort. C'est toujours très intéressant. Mais là, en termes de push, donc la botlane des Optiques va se faire détruire. Et on en a parlé, un Ez. On avait dit, si c'est le pick pris en first sans souci, c'est aussi parce que finalement, ça se fait entre guillemets counter au niveau de la Klepto facilement par une duo lane qui hard push. C'est exactement le cas côté FlyQuest. En outre, Lulu, bah, ça counter Tahm Kench, tout simplement. Le Tahm ne peut pas s'approcher, ne peut pas faire grand chose. Et lorsqu'il veut placer sa dévoration, il peut être transformé juste avant. Donc c'est un petit peu difficile à gérer, à mon avis, côté Optic Gaming. À voir comment on va réussir ça. Honda, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on part au counter jungle, on pose de la vision. Pour l'instant là, Acadian qui a déjà fait son premier back, d'ailleurs un back très tôt. En fait on a fait un demi-clear, on a clear toute la partie bot de la carte et on revient avant d'avoir les golds pour avoir un couteau de pisteur. Ça c'est un choix qu'on voit jamais hein, quasiment. Mike Young a fait la même chose dans la première game et j'étais tout aussi étonné. Parce que globalement, effectivement, ça laisse très faible tout un side de ta jungle. Ouais. Je suis d'accord avec toi, et en Corée on le voit jamais par exemple, nulle part. Il n'y a que ce soir en où on l'a vu, mais c'est surprenant. Et il a raté la pink, mais bon c'est pas grave, au niveau d'Invade, Honda n'a pas été plus loin que ça au niveau du Gromp. Alors est-ce qu'on veut chercher une phase de power farming en fait? Parce que c'est ça l'intérêt pour moi, hein. C'est que en fait en faisant ce choix là, tu peux passer par les Krugs. Normalement les Krugs qui sont le camp de jungle qui est boudé et qui va être favorisé sur une phase d'Invade plutôt. Et derrière en fait en revenant avec le talisman du chasseur qui apporte quand même une très grosse régénération de mana, qui est une des problématiques de Kha'Zix au niveau de la jungle, plus le fait de récupérer un blue buff, ça lui permet de pouvoir refaire tout un cycle en entier et d'avoir probablement un gank sur un timing niveau 5 avec un montant de points de vie de mana qui va être assez élevé. On le voit sur une map Acadian qui va pouvoir revenir au niveau du carapateur. Une fois que le carapateur sera terminé, on devrait avoir le repop au niveau de sa jungle. Sans trop de soucis. Point intéressant, c'est que le premier dragon c'est un infernal d'ailleurs. Et du coup Acadian va avoir besoin du contrôle autour de toute cette zone. Hein. Kha'Zix ça le fait quand même assez facilement. Entre guillemets, si un moment Honda veut décaler sur la top lane, ça pourrait laisser une grosse opportunité au Optic Gaming de le faire. Même si sans avoir la prio forcément, ça peut être difficile. Et Monation, très très bon counter là. Et le petit Might, non, j'ai rêvé. Ok, c'est les Monation qui l'a récupéré, il me semble. Acadian du coup qui va pouvoir récupérer son carapateur. Et on deny à Honda. Hein. Ça c'est important, hein. C'est un Honda qui vient de perdre son timing de red buff. Du coup c'est un Honda qui a un poil plus faible et là dans ce duel, attention, le Kha'Zix a quand même de très très gros arguments. Et d'ailleurs on le cherche, regarde le positionnement d'Acadian en mode coquin, on attend Jarvan sur la réception, on va se croiser. On va se croiser le combo directement, on arrive à trouver quelques dégâts, les spikes qui vont passer. Honda qui sacrifie une bonne portion de points de vie sur la phase de jeu.
et surtout qui perd du temps une fois de plus avec cette phase de counter jungle proposée par le support des optiques. C'est ça, il perd du temps. De son côté, Acadian va aller récupérer les Corbins. Il y a quand même une petite avance de farm pour le jungler des FlyQuest, mais ça aura que peu d'impact. Au niveau du farm bot lane, ça se tient sur la top lane. Évidemment, domination du Gnar. C'est un match-up qui a toujours de tout temps été gagné par Gnar, pris en counter de Maokai de toute façon. C'est l'optique la plus simple. Maokai, comme tu l'as dit, tient bien. Et comme un Maokai, il n'y a pas besoin d'énormément de ressources pour être efficace. Ça reste ok. Même si là, au vu de la draft optique, le flank de Maokai n'est pas forcément ce qui est le plus recherché. Puisqu'on a une composition qui est très forte pour toucher en mono-cible. Mais voilà, tu parlais du counter jungle des Krug, le voici. Ouais, bon smite là pour Honda, on prend un petit niveau d'avance. C'est tout l'intérêt du coup de Twister terminé par rapport à cette phase de jungle pour Acadian qui se voit un peu amputé là pendant qu'on a un Zig. Ouais, c'est le gros problème. Honnêtement, là, c'est Zig, il est vraiment sacrifié au niveau de la draft. Maintenant, il peut faire son travail. Attention, Acadian. On va se faire cancel, on se replace. Il n'y a rien à prendre au niveau de cette jungle bot pour Honda. Il va falloir se réviser, repartir complètement en cross map et c'est pingé sur la minimap si vous êtes attentif au niveau des races pour FlyQuest. On va reposer un petit peu de vision tout de même pour anticiper le timing de repop du Red Buff qui devrait arriver dans une petite minute environ. Et pendant ce temps, au niveau du top side, c'est déjà 13 creeps de retard pour un Zig. Forcé au TP, Tabi Ninja, first item, repère un sbire mêlé là-dessus. Flame qui fait un excellent travail sur top side. Ouais, il gère très très bien avec son Gnar. Après, c'est exactement ce qu'on attend de lui et toujours compliqué à gérer. Mais Zig, enfin, je sais pas, la draft Optic Gaming me paraît un petit peu surprenante, je t'avoue, et j'aimerais beaucoup l'avis de Zab là-dessus. Le pourquoi du comment, étant donné que là, je vois pas vraiment, à part la mid lane, tu en as parlé, qui est super forte, de la relation jungle mid, le reste me paraît un peu étonnant. Bah, en fait, l'important à comprendre, c'est que c'est extrêmement difficile de jouer dans une composition qui n'a pas un double tank minimum aujourd'hui pendant qu'on a une invade de Acadian. Ouais, c'est bien fait, on se rend c'est back-to-back là-dessus. Hop, les 40 gold volés de tout à l'heure sont matchés. Et le deny, aïe 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 aïe. Ça c'est bien fait, hein. Un petit trick aussi qui embête drastiquement Honda. Pour venir sur la draft, jouer sans double tank, c'est quasiment possible aujourd'hui. Du coup, vu que sur les dernières rotations, on a encore la jungle et la top lane à valider pour Optic, tu as un choix cornélien. Qu'est-ce que tu fais? Sachant que le tank va être sacrifié, puisqu'il y avait trop de focus au niveau des bans sur les tanks jungle. Donc ça veut dire qu'on serait passé sur même pas un second couteau, mais un pic lotier au niveau de la jungle. Et sachant que Acadian est meilleur sur le papier que Zig, le choix de Zap pour moi ici, c'est de se dire bon bah Zig, je suis désolé bro, mais tu vas te sacrifier pour ton pote au niveau de la jungle. Et écoute, pour l'instant, ça a l'air d'être à peu près ok, sachant qu'un Kha'Zix est censé farmer par rapport à Jarvan en début de partie. Il est censé farmer par rapport à Jarvan et pourtant il est pas devant, on verra. Mais c'est vrai que la Camille aurait été un choix tout à fait correct au top, parce que du coup tu gagnes la top lane avec le combo jungle top, tu gagnes la mid lane parce que le jungle mid marche tout aussi bien, et si la top lane décale, tu récupères des squishies parce qu'en face il n'y a pas de hard tank. Effectivement, Camille, il y a toujours un petit risque, hein, mais parce qu'on n'est pas aussi tanky qu'un Maokai. C'est une valeur certes moins sûre, mais qui permettait beaucoup plus d'options là au Optic Gaming, parce que le flanking Maokai va pas servir à grand chose. T'as pas envie de chercher les gros teamfights côté Optic. Enfin, t'as typiquement PoE qui va toucher une cible, Acadian une cible, Arrow une cible aussi. Mais bon, c'est le choix de la sécurité. C'est un one burst en fait, hein. C'est Zig qui trouve un contrôle, derrière on met tout. C'est Acadian qui rentre, c'est PoE qui lâche le déferlement de puissance. Et un Arrow qui snipera au barrage Téréban en cas de besoin. Attention, Walter Todd ici qui s'énerve un petit peu. De bons dégâts là-dessus, la dévoration d'Ammunition qui sera inefficiente. Après c'est pas un problème, on a le double target au niveau de ce bot side, on va pouvoir régénérer. Et c'est là que Varus est quand même très très fort avec son hémorragie naturelle sur la pluie de flèche. Ça ira, pour l'instant léger avantage au niveau du farming pour l'ADC FlyQuest, c'est l'intérêt encore bien sûr de ce grimoire déchaîné. On tient bon, Honda attention, demi-Cinderella Campoche et surtout ce Red Buff plus Cataclysme, c'est le timing sur lequel le Jarvan fait vraiment peur. C'est extrêmement dangereux pour les Optic Gaming, hein. Même en termes de 1v1, Acadian aura du mal normalement face à Honda. La Ward qui a été placée évidemment, l'utilisation du couteau du pisteur, décalage de la part de Kin aussi vers la bot lane. Est-ce qu'il n'y aurait pas un dive? Peut-être un 4v2, parce que PoE est très loin, il est encore au niveau de sa tourelle, de sa T1. Oh là là, Zig il se fait bourrer. C'est dur, hein. C'est super dur, c'est bien fait ça de la part de Flame. Regardez la barre de points de vie, regardez l'écart de farm entre les deux joueurs, hein. C'est colossal. C'est déjà 20 creeps seulement à 9 minutes de jeu. C'est l'équivalent quasiment de 375 gold si je me trompe pas entre les deux joueurs. Et ça va aller de manière croissante, hein, puisque c'est un Black Cleaver qui va être rushé pour Flame. Pour l'instant au niveau du bot side, on est forcé d'investir le barrage Téréban pour assurer le wave clear. Arrow qui commence à tomber à court de mana. Walter Tide qui prend quand même une belle phase de poke là. Bien enchaîné sur le duo Lemonation Arrow. Et pendant ce temps là on a un Honda qui est en train de se faire le dragon, j'ai l'impression. Mais oui, dragon infernal en plus s'il vous plaît.
Ouais, il y a la prio bot, il y a la prio mid, forcément côté Optic Gaming on peut pas contester ça. La dual lane FlyQuest qui vient aider pour faire cet Infernal Drake. Avant les 10 minutes de jeu, ce qui commence à devenir assez rare je trouve, hein. Il y a beaucoup de Drake qui, la moyenne était de 11-12 minutes, on commence à avoir 13-14 minutes plutôt même en Corée. Du coup c'est toujours un peu étonnant de voir un sitôt et ça fait du bien au FlyQuest forcément. Tandis que le Gnar domine bien la top lane, pareil pour la mid lane, ça devient compromis pour l'Optic Gaming. Prochain Drake, encore un Infernal Lily. Ouais, effectivement ça va taper dur, hein. C'est deux compositions d'équipe avec énormément de dégâts. C'est la triple menace de part et d'autre. C'est le champ qu'on voit le plus souvent en fait, hein. Triple menace, double tank. Avec la petite Lulu supplémentaire. Et cette Lulu, elle peut peser vraiment lourd, hein. On va voir au niveau du choix d'itemisation. Mais un Ardent sur un Wild Turtle, c'est là que je regrette presque le tempo létal pendant qu'on a enfin un gank mid. Voilà, dommage. Ici la dispersion d'effet qui ne passera pas. Quoique le burst sur Kin et le heal qui fait toute la différence. Cette dispersion des faibles avait touché. C'était le first blood pour Optic. Cette phase de jeu, on va la revoir à chaque timing d'ulti ou de flash pour PoE. Et ouais, mais il n'y a plus de flash pour PoE contre un heal de Kin. Ah, c'est peut-être un peu trop forcé du côté d'Optic Gaming justement. Si la dispersion des faibles touche pas, que Acadian mette ses dégâts, oui, 50% de HP sur Kin, c'est ultra intéressant justement. Ça enlève complètement la pression qu'il pouvait mettre mid. Stunt, attention sur l'Emonation, on trouve la dévoration, on va le ramener. PoE qui ping le backup. Est-ce qu'on peut retrouver un slow? Oui, c'est chose faite et c'est là qu'on voit encore les dégâts de base de Tamekench, hein, qui sont colossaux. Pendant ce temps, la TP au niveau du bot side pour Wild Turtle qui revient et Tabi Ninja très tôt dans la partie. On le connaît, hein, le timing de Manamune first item sur Manamune plus brillance, hein, s'il vous plaît d'ailleurs pour un Ezreal. C'est pas un power spike qu'on met souvent en avant parce que en termes de teamfight c'est trop léger pour arriver à tomber des compositions double tank. Mais sur la lane, c'est un moment sur lequel, sur un Blinkin into salve de tir mystique, ça fait énormément de dégâts. Et bien sûr le passif de Tabi Ninja qui fait beaucoup de bien face à la mécanique de Onit. Du coup on joue la serrure pour FlyQuest. On joue à serrure, hein. De toute façon leur scaling est excellent du côté de FlyQuest. En late game, globalement ils gagnent le split push. Un Jarvan est plus utile qu'un Kha'Zix sans teamfight. Après effectivement la phase de poke est bonne du côté d'Optic, un petit peu plus de range tout de même, hein. Notamment les Mystic Shots qui vont pouvoir pleuvoir en chaîne sur les adversaires. Ceci dit, il y a cette Lulu. Cette Lulu pour moi ça va être un gros problème pour les Optiques parce que là où ils veulent burst une cible, comme tu l'as dit, Maokai Kilok et burst, si Lulu est dans le coin, la croissance prodigieuse et les différents heals proposés par cette fée pourront peut-être justement nullifier l'efficacité des Optiques. On verra ce que ça va donner. Un côté Optique, il y a comme moyen, voilà, ça peut être très bien un Manzik se dit je lâche ma top lane, je décale. On a des possibilités à ce niveau-là, il faut je pense oser se dire je perds un objectif. Ouais, effectivement, là, et encore ça souffre au top, hein. Bientôt 30 creeps d'écart, bientôt le Black Cleaver. Ça va de mal en pis pour le jeune top laner Optic, un Zig, qui est probablement le joueur le moins fort de chez Optic. Et ici, vraiment dans une situation, une fois de plus, complètement sacrifiée, hein. C'est Jeanne d'Arc, là pour l'instant, brûlé au bûcher par Ragnar, qui n'a pas le temps. On passe son temps sous tour. Et pourtant, regardez le map control, hein. On a juste une ward rivière pour Flame. Même pas de backup de Honda, rien du tout. On sait bien que le plan de jeu chez Optic, c'est de laisser ce Maokai seul et de mettre la pression encore sur la mid lane. Voilà, retour de la dispersion des faibles, ça va toucher cette fois-ci, le burst, flash out. C'est bien fait pour Kin, c'est la deuxième fois qu'il arrive à tenir et Honda qui s'était rendu disponible. On va faire le back, pour l'instant FlyQuest tient bon. Ils tiennent bon, pas de kill, attention la chaîne de corruption directement sur les Mon Nation, mais ça tank le Tamekench. Wild Turtle qui prend pas mal de dégâts tout de même. Est-ce qu'on peut faire la dévoration? Ça touche. Sous tour, bien sûr, non, ça ne suffira pas. La croissance prodigieuse, on se replace, les bons dégâts de l'Emonation et surtout regardez sur la minimap, FlyQuest, Acadian qui va arriver, Acadian, on a le flash encore à disposition, est-ce qu'on va y aller? Non, seulement les spikes, quelques dégâts encore de placer et la duo lane Optic qui va pouvoir respirer. Ils peuvent respirer, c'est étonnant comme le trade pris par les FlyQuest ici, enfin tout mettre sur les Mon Nation. C'est pas dans les habitudes des joueurs de faire ce genre d'erreur, mais bon. Ils survivent à peu de choses tout de même. Acadian, attention, Honda qui se rend disponible lui aussi, le combo. Directement, jump out, Acadian qui évite le pire, là ça aurait pu aller très vite. Et en fait cette phase de jeu, alors le focus Tamekench, le Varus il est fait pour ça. Le Varus il n'a pas pour ambition d'aller taper sur le Ezreal. Le Varus il a pour ambition d'aller éclater le Maokai ou le Tam, chose qui sera envisageable sur un timing de Ginzu. Et on en parlait, hein, la Muramana brillance à ce moment de la partie, ça a clairement l'ascendant sur un Tabi Ninja arc courbe pickaxe. On s'est juste un peu précipité pour FlyQuest. Et ça coûte cher, hein, puisque c'est 3 summoners de lâcher au niveau de leur bot side. Après c'est matché par la dual lane Optic. C'est matché par dual lane Optic en effet. Bon, risque pris par FlyQuest qui n'aura pas causé trop de dommages. Prochain dragon dans 1 minute 30, un deuxième infernal, ne l'oublions pas, sachant que les FlyQuest ont déjà récupéré le premier. Et s'il est pris directement, le Drake, globalement, on aura une game avec potentiellement 5 dragons. Ça la flame, attention Zig,
Attention, la traversée des abysses c'est bien fait, jump out directement pour Flame, le flash out, on veut pas prendre cette emprise de la nature qui va tout de même passer. Et derrière la salle de tir mystique, on en parle, et le barrage terrible, l'outil qui est bon également, PoE qui vient apporter son assist et First Blood pour Optic certes. Pendant la compensation cross map, Wild Turtle qui s'emploie avec un stun qui a essayé de matcher le roaming, mais bon. Lulu par rapport à Tamekench, ça n'a pas la même mobilité. Pas la même mobilité du tout, et c'est ce que je te disais en fait côté Optique, il faut accepter de sacrifier un objectif pour aller faire quelque chose sur la map. Voilà, là c'est la duo lane qui sacrifie la Force Brick pour aller justement mettre la pression topside. L'idée c'est sans doute normalement de récupérer le héros de la faille juste après pour ensuite être à temps dans les timings sur le dragon infernal. Et ils n'ont pas le choix côté Optique. Ça va être dur, ça va être sur 40 secondes. Même déjà en récupérant la tour, ils vont être limite au niveau du timing. On va être obligé de prendre cette vague là. En plus, on va revoir l'action. C'était la sanction qu'il fallait enfin. Zig et le punching ball qui peut prendre sa revanche avec une emprise de la nature qui ne laissait aucune porte de sortie à Flame. Important, jump out, flash out. Et derrière, la salve qui part et les PoE. Ah, petit assist, hein, histoire de la petite comète qui passe bien. First Blood, héros de la faille validé pour Optic. Mais 10 secondes avant le pop du dragon infernal. Et regardez FlyQuest, on est déjà quasiment en place. Seul Wild Turtle est en retard. Ils ont pris la prio, il y a en outre la Ginzu qui est disponible sur Wild Turtle. T'en parlais tout à l'heure de cette Ginzu qui fait le premier gros power spike du Varus, nécessaire pour match ce aise. On a le bon positionnement du côté des FlyQuest, le truc c'est que là, pour les optiques, on est déjà 4. On est déjà 4, il y a la TP pour Zig qui est disponible, il va quand même essayer d'aller défendre la top lane. On veut garder cette 1 autant que faire se peut. Petit point intéressant pour les Optic Gaming, c'est que si les FlyQuest rushent le Drake pour le récupérer, ils peuvent mettre le Herald mid, histoire d'avoir un lot de compensation on va dire. Même si bon, double dragon inferno, ça devient difficile à gérer. Ouais, ça va être dur. Ça va être dur. Alors après, est-ce que FlyQuest peut vraiment prendre ce fight? Et Acadian qui décide de partir sur des mobilités. Ça, c'est aussi un choix qui pourrait lui coûter cher. On va voir, c'est très risqué. Ça peut faire son effet. Maintenant, pas de ténacité contre Varus. Varus, Gnar, Lulu. C'est très embêtant parce que des contrôles, il va en prendre dans la tête. Attention ici, stunt en danger peut-être. Acadia, non, n'ira pas. On va juste conserver la vision. Arrow qui cherche le poke, ça va toucher. On se replace tout de même, bonne glitter lens là pour stunt. Et on reprend le contrôle au niveau de ce dragon. Le carapateur en faveur Optique et ça va être engagé. Ouais, les FlyQuest qui n'ont pas l'air de vouloir fight, quoique on hésite. Oh, c'est risqué, un cataclysme et une chaîne de corruption, ça pourrait faire très mal le TP. On veut fight pour FlyQuest. Et directement, on commence par taper le Tamekench. On est obligé de reculer du côté Optic Gaming. On va tenter comme le Drake. Acadian, il le récupère ce dragon. C'est pas mal tout pendant ça. La Zig qui arrive dans la mêlée. Il faut tanker, il faut réussir à mettre des dégâts pour Optic Gaming. Honda en danger, la croissance prodigieuse, c'est bien fait. Zig également qui prend un gros feu nour et le barrage terrible pour un premier kill pour FlyQuest. 3 joueurs low dans l'équipe Red Side, mais Optic qui part en retraite pour l'instant. Acadian qui va rentrer directement le flash. Un premier kill pour Acadian, peut-être le deuxième ici. Non, ça ne suffira pas. On veut s'en sortir. Stopwatch, mais Wild Turtle attendra. KS Parkin, pas de problème pendant ce temps là, on enchaîne les rafales filées une fois de plus. Arrow qui fait des pieds et des mains, Wild Turtle sur un gang très ambitieux, Wild Turtle en danger en 1v1, Wild Turtle stopwatch, parfaitement timé. Arrow qui trouvera ce tir mystique, Arrow qui régale ici. Oh, Wild Turtle qui a quand même pris un gros risque se disant je jump sur un adversaire avec un allié à côté. Soit c'est donc un 3 pour 3 avec tout de même non pardon, un 3 pour 2 autant pour moi, avec avantage Optic Gaming qui récupère ce dragon, sachant qu'ils ont toujours le Herald en poche l'Optic Gaming, c'est pas à oublier parce que ça permettra de débloquer une tourelle. Mais on voit ça là, Acadian justement il essaie de pas prendre trop de dégâts du Drake. La setup est vraiment bonne hein, pour FlyQuest avec ce mur de la tisseuse. D'ailleurs alors, King qui arrive late, on n'a pas voulu surfer sur ce wall justement. Et du coup il perd 3 secondes à peu près de DPS, qui coûte quand même assez cher, puisque la gestion du tanking était vraiment bonne. Là où chez Optic on a bourré, hein. C'est purement et simplement, ce sont vraiment les carries qui ont fait la différence. Ce flash in de Acadian pour aller tout chercher. Mais même si c'est un kill sur un support, ça reste extrêmement rentable, hein. C'est un quasi que ça snowball fort. Et derrière il y a le duo Arrow plus PoE qui enchaîne les skill shots. Le go-in de Wild Turtle, pour moi il est complètement ok, puisqu'on a un King qui peut follow up et regarder PoE le placement. Ce zoning et derrière cet ultime tir mystique parfaitement timé sur la fin de stopwatch, il n'y avait aucune porte de sortie pour Wild Turtle et on match du coup quasi égalité en termes des goals, quasi égalité en fait dans cette game puisque les dragons se valent, les kills se valent et on a seulement 200 goals de l'écart entre les deux équipes. C'est ça, pour moi c'est ok l'Optic qui font une game tout à fait correcte avec leur draft. Ne pas oublier ce héros de la faille dans les poches d'Acadian. Il lui reste d'ailleurs plus beaucoup de temps pour le prendre parce qu'il a pris 14 minutes 50, 15 minutes quasiment. On est quand même assez limité dans les possibilités de le placer. Débloquer la tour mid pourrait être intéressant. On pourrait aussi se dire qu'on libère la bot lane. Sur le mid il n'y a même plus besoin, il reste moins 50% de HP ou alors c'est vraiment pour assurer le coup. C'est posé du côté d'Acadian. Ouais, le Herald effectivement. Alors la question c'est où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on s'arrête à la T1 ou est-ce qu'on va jusqu'à la T2? On a envie d'abuser du POC, hein. Il y a ce contexte vivant, cette Manamune.
Un Ezreal sous Red Pot en plus, qui bénéficie d'un stéroïde AD non négligeable et qui derrière mur de tisseuse, on isole PoE. PoE qui fait face, on n'a pas l'air spécialement inquiet. La rafale filée, ça ne passera pas. Honda qui va se présenter, il n'y a pas de flash sur Acadian, pas de flash sur PoE non plus. Le cataclysme directement, la poussée sismique et disparition du mid-laner optique. Et ouais, très dur pour PO ce placement, ingénieusement puni de la part des FlyQuest, qui ne prennent aucun risque, on reste à distance jusqu'à ce que Honda puisse mettre un cataclysme. Le push qui va être fait sur la botlane des FlyQuest, du coup les optiques qui vont devoir absolument matcher au niveau de bot side pour récupérer les creeps et essayer de maximiser les golds. Dans ces conditions là, ça ouvre la porte aux FlyQuest d'aller voir tout simplement le... Kin, attention. Et Acadian qui veut pas aller plus loin, on se doute que le Jarvan Nordal n'est pas très loin, il est juste ici ce Jarvan, le slow qui va être appliqué et l'ultimate de forcer pour le joueur sophomore là d'Optic Gaming. On va pouvoir se repositionner, on maintient la pression au niveau de ce bot side et FlyQuest petit à petit qui arrive à gratter sa vision sur le bas de la map. Maintenant, où est-ce qu'on veut jouer le jeu? On a un dragon infernal qui va pop encore certes mais pas avant 2 minutes, on a le Nashor qui est disponible et côté optique, on a les arguments pour le faire tomber rapidement. Actuellement, ouais, l'Optic Gaming comme pas mal de dégâts, on a la Muramana de Haro qui est stack, on a évidemment le Kha'Zix, c'est un Kha'Zix en mono-cible. Ça reste un monstre dans ces conditions-là, et il faut pas oublier la Syndra. Syndra qui a quand même des sphères noires très régulières, c'est quand même d'avoir un gros DPS sur le baron. Le point intéressant de Syndra, alors on n'est pas évidemment comme les personnages Ginzu qui commencent un baron et qui l'ont déjà de stack pour se retourner sur la team adverse, mais tu auras quand même des boules posées au sol, et dans ces conditions-là, effectivement, l'ultimate qui mettra un petit peu plus de dégâts. Donc bon, quelques personnages comme ça qui profitent beaucoup de commencer les objectifs tels que le baron avant de devoir les défendre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on est sur un timing sur lequel on a beaucoup de dégâts chez Optic. La fameuse Muramana qui est stackée pour l'ADC coréen. Draktar de terminer pour Acadian du haut de son niveau 11. Alors je suis assez curieux de voir le choix de Max sur le deuxième stack d'ultimate. On a vu beaucoup de Kha'Zix choisir le Max Spike pour apporter du kiting. Généralement en synergie avec des Ezreal comme c'est le cas ici. Le Max, c'est un Max Q-Spell. On le voit à la longueur des lames en fait de ce Kha'Zix. C'est un Kha'Zix qui va faire super mal. Et regardez directement Acadian, on cherche Flame. On l'a trouvé. On n'ira pas plus loin. Et regardez, ça ping Nashor. Ça ping Nashor massivement, qu'est-ce qu'on fait? C'est très étonnant le Max Spell en fait, parce que c'est intéressant globalement pour les objectifs neutres, mais il n'y a plus d'augmentation de dégâts, tu as 52 range en plus sur les griffes, et il y a une réduction du cooldown de 45% sur la cible isolée, et une régénération, tu perds moins de mana, mais il n'y a plus les dégâts augmentés sur le Q-Spell. Du coup effectivement, c'est juste intéressant en termes de DPS mono-cible, globalement. Et pas en termes de burst en soi. Et va y en avoir besoin, tu en disais beaucoup de bien de la Lulu tout à l'heure de FlyQuest, et bien peut-être que ce choix de spell pourrait faire la différence. On va voir en tout cas. Acadian pour l'instant qui rôde, on a réussi à conserver la vision de Nashor, attention ici, l'Emolation isolée, regardez le DPS de ce Varus, directement snap la shot, est-ce qu'on flash in? Non, mur de la tisseuse pour Kin, on referme les taux, l'arrivée de Honda, très bonne fatigue ici, l'Emolation isolée, l'Emolation qui devrait tomber, c'est chose faite, WTP instantanément, l'arrivée de Zig un tout petit peu plus tôt, Flame en Mega Gnar, Flame qui se fait pile instantanément, on a encore un flash pour ce Gnar, on se repositionne pour Honda, Zig et Haro bien placés, regardez Acadian sur la minimap, on cherche un positionnement de flanking, sans succès pour le moment. Il n'y aura pas grand chose, il y a un dragon infernal qui arrive par contre et les FlyQuest sont 5 contre 4 joueurs. Wild Turtle, attention pas se prendre trop de poke tout de même. Flame qui n'est plus en Mega Gnar et Honda qui n'a pas beaucoup de HP, et ça c'est dur quand tu as un de tes tanks qui peut pas rentrer dans le fight et l'autre qui est en mini Gnar, pour zoner le dragon c'est un petit peu difficile et tu dois jouer uniquement sur le surnombre. Ouais, il faut jouer le poke là pour Optic, c'est du 4v5 certes, mais ça se tente, l'Emolation qui va pouvoir revenir à pied, il y a une traversée des abysses, le time catch est up, vous pouvez le voir en bas à droite de votre écran. Et le dragon qui va être call, troisième infernal, décidément une game rythmée sous l'auspice du dégât, du burst. Et le TP directement, attention ici, Stun qui va se faire vanish, Stun on arrive à tenir, non la concentration ne sera pas suffisante, de cataclysme qui est bon, 3 joueurs dans les airs, pour l'instant Honda qui prend l'énorme burst, Acadian qui attend son moment, Acadian qui devrait rentrer sur ce double kill de PoE, on veut chase, le flash in de Zig, très incisif, Zig pour un suicide, certes, Flame, double Mega Gnar, 2 joueurs, collés au mur, Flame qui s'en sort à rien du tout mais qui abandonne White Turtle et derrière Haro, le Blinkin, un triple kill pour PoE qui passe en killing spree, PoE peut-être pour un quadra. PoE, est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? Peut-être sur Kin, ça touchera pas. Mais pendant ce temps-là, sur la top lane, c'est la tour des Optic qui va peut-être tomber sous les coups des Winion. Pas trop grave, on récupère le deuxième infernal. Et surtout, on commence à prendre un léger ascendant au niveau des golds. Mais voilà, enfin, léger ascendant, oui. 300 gold, autant pour moi. Mais les dragons, en fait, les statistiques apportées sur un Power Spike comme ça, d'une compo Kha'Zix Ace, est super intéressante. La Syndra, double dragon infernal, Morello bâton du vide là. À 25 minutes de jeu avec la grosse baguette qui vient de pop. Ça va faire des dégâts. Déjà on l'a vu, un stunt qui a pourtant bien réagi avec une croissance prodigieuse instantanément claquée sur le burst de l'adversaire. Ça n'a clairement pas été suffisant. Maintenant la fatigue est disponible pour FlyQuest sur le prochain teamfight et on va pouvoir revoir celui-ci
Les optiques qui ont très bien temporisé ce stun encore, un PO qui fait vraiment un énorme boulot. La dévoration des Monition en pile, parfaitement exécutée. PO est replacé à l'extérieur du Cataclysme et Haro. Pendant ce temps-là, Haro qui n'a pas perdu une seule seconde de DPS dans ce fight. Du tout, un Akkadian qui attend patiemment derrière, histoire de pouvoir sauter sur Keane et empêcher cet aléa du coup de free DPS en faisant du kiting, puisque là, Keane, s'il oublie Akkadian et qu'il DPS ses alliés, il va mourir et du coup il est obligé de DPS Akkadian, ce qui permet au reste de Optic Gaming d'être tranquille dans ce fight. Ouais, effectivement. Et ça ne passera pas, cette dispersion des faibles. Le mal est fait. Zig, vraiment grand martyr de Optic Gaming, que ce soit sur la lane, que ce soit sur ce flash-in. 70 creeps de retard quasiment, certes, mais un travail de tanking à toute épreuve pour l'instant. Et on le voit, hein, ces deux carries chez Optic qui sont très bien, avec un KDA de 5. Attention, le stun ici qui va passer, le double burst, le flash-in directement, on ne laissera aucune chance à Kill. Un petit peu d'overkill quand même là-dessus. On va pas se mentir, certes, mais le mal est fait une fois de plus. C'était de top, est en danger, Gardeau. Elle est en danger effectivement et surtout on a la capacité en étant 5v4 d'aller prendre l'information dans toute la jungle topside adverse, de pouvoir bait un baron Nashor tout simplement. Et une fois que tu commences à bait le baron, bah t'as au moins des summoner spells à faire claquer en face potentiellement, ce qui te permet de gagner le prochain fight pour baron. Attention ici Haro sur Flame, les dégâts sont bons, Flame qui va bientôt passer Mog Gagnar, on recule du côté des FlyQuest, les Optiques ont le contrôle de cette partie de la map. Les Optiques font vraiment une bonne game là pour l'instant. 26 minutes de jeu, double infernal, l'avance au gold n'est pas folle certes, mais le Ezreal dans son spike triple item. Après ce pick-up, il faut trouver une transformation sur l'objectif. Et c'est la T de top hein, qui va faire le fruit du focus de l'équipe Blue Side. Attention à Akkadian ici, on cherche Honda bien entendu. Regardez les dégâts qui sont très intéressants. Échange des trucs sur Honda qui veut rentrer. L'arrivée de Wild Turtle très bien placé. Wild Turtle, est-ce qu'on a la vision? Le stun, Wild Turtle qui se fait stun lui également. Les chaînes de corruption qui sont bien placées mais pas de vision. On peut pas trouver le DPS pour le moment. PoE qui est seul et PoE qui tombe sans prendre de kill. Malheureusement pour l'instant là c'est Akkadian qui va pouvoir tuer Andas. Ce dernier avait peu de HP après le fight. On a vu le barrage terrible de Haro qui n'était pas si loin de le tuer. Cependant il y a eu l'égide Jarvan pour le sauver. C'était sans compter sur Akkadian qui était là en train de rôder le baron Nashor. Il n'y a plus de vision pour les FlyQuest hein. Ça fait plusieurs minutes qu'ils ne sont pas venus dans la zone grâce à un très bon contrôle de Optic Gaming. Il faut venir prendre l'information côté FlyQuest mais personne ne pourra le voler. Flame je pense aura du mal malgré un ultimate hein, si nécessaire. On a toujours le Q-spell de Kha'Zix attention, et surtout de le nature, c'est bon. Le smite est précis du côté d'Akkadian et on peut rentrer à la maison. Optique bien parti là, 2 K-Gold d'avance environ et surtout 3 minutes de powerplay pendant qu'on va revoir cet excellent teamfight proposé par Akkadian. C'est là qu'on sent aussi l'impact du max Q, hein. C'est que tu peux te permettre de te dire c'est un Jarvan full tank, pas de problème. J'aurai le DPS adéquat, je bait avec les Munitions très bien placé lui également pour arriver à proposer un disengage et le burst derrière sur un Honda qui va se refaire flank. Ouais, la PO qui est un petit peu abandonné ceci, il y a plus de... Point intéressant c'est qu'il n'y a plus d'exhaust sur cette Lulu. Et ça par contre ça va compter parce que ça permettra à PO sur les prochains teamfights d'être tranquille, PO ou Akkadian, hein, les deux de toute façon. Pas d'exhaust, c'est du pain béni pour ce genre de composition. Ouais, ça fait du bien effectivement. Par contre attention, un triple item pour le Varus aussi, avec ce Runan qui va faire du bien puisqu'on l'a vu, un Wild Turtle qui met vraiment l'emphase sur la front lane dans chaque teamfight. Maintenant, il y aura un damage en cleave qui va être très important. Et on l'a vu, Akkadian, il est sensible à ça, un 5-Kha'Zix qui est vraiment full dégâts avec une Yuumi en 3ème item. Et ses mobilités, alors très mobile, beaucoup de burst et aussi un DPS très intéressant certes. Mais si un contrôle touche chez FlyQuest, clairement c'est un Kha'Zix qui va se faire éclater. Et ça peut être compliqué. C'est vrai que la mobilité sont intéressantes sur le Kha'Zix qui maxe le R, puisque du coup avec la vitesse apportée entre chaque buisson, tu peux passer d'un buisson à l'autre et te balader dans la jungle adverse parfois sans être vu malgré les wards. Du coup ça donne une capacité de surprise qui est ultra intéressante. Et effectivement par contre ça réduit un petit peu les capacité de fight. Sur Wild Turtle, là sur les Monition, il y a le DPS directement de ce Varus. On en parlait, le flash out, on follow up, Flame qui apporte le slow avec le maillet gelé, la rédemption. On se replay, FlyQuest qui n'a pas envie d'aller en terrain adverse. Ça manque cruellement de vision. Et c'est là encore qu'on voit le travail d'infiltration proposé par Akkadian en duo avec les Monition qui paye. La main de Nashor qui continue de s'appliquer. Cette T2 au bot qui semble bien légère en termes de défense et FlyQuest qui va l'abandonner. Ils vont l'abandonner, il y avait une grosse wave de creep sur la top lane qui avait été lancée en slow push, qui est instantanément wave clear par Flame, hein. Justement on évite au Optic Gaming de pouvoir faire une rotation, on essaye de la prévenir tant bien que mal. Prochain dragon dans 1 minute 10, nous n'aurons pas 5 Drake dans la game à moins qu'il le fasse en moins de 2 secondes. Ça me semble compromis Ellie ici, mais voilà côté FlyQuest on arrive à temporiser pour l'instant une seule tour de perdu sur un baron Nashor. On va traverser les abysses, la rotation top, la Flame en danger, il y a un flash encore, est-ce qu'on peut trouver un stun? Non, ça ne se jouera, il y a un gros sang-froid encore hein, pour le top laner coréen FlyQuest qui ne concédera pas de summoner sur cette agression. Et les FlyQuest également qui avaient fait leur déplacement en cas de problème. On va pouvoir calmer un petit peu le jeu, 3 K-Gold d'avance, un power play en demi-teinte puisqu'on ne récupérera que cette T2 au niveau de la bot lane.
Maintenant on arrive à avancer en cross-map encore. Flame, attention, une fois de plus en danger, on arrive à trouver le stock avec la BRK. Flame, Acadian, on part au dive. Ils partent au dive justement, c'est pas mal géré ici. Les creeps qui arrivent. On pourra récupérer 7T2, 2 tours sur un Nashor. Bon, c'est pas incroyable, ça reste ok effectivement pour Optic Gaming. À ce moment de la partie, on a le Last Whisper dans la main de Haro. Et il va falloir terminer rapidement cet item en Lord Dominic Regards notamment, afin de pouvoir taper facilement Flame et Honda qui tous les deux ont stack beaucoup de HP. Sachant évidemment que la Lulu a pour toi elle aussi un multi-pool HP pool, ça reste très intéressant. Là où en face, en termes de dégâts, il y a le Varus, il y a la Talia, mais Talia en fait, t'as beaucoup de poke dans le fight, la phase de burst peut être évitée. Ouais, effectivement. Talia battant du vide. Hein. Pareil, la grosse frontline, c'est là que le pick Maokai risque de montrer un petit peu ses limites. Avec ce triple item sur Kin et sur Wild Turtle. Maintenant on est quand même bien armé, un double dragon infernal pour Optic. 4 cagoles d'avance environ, la T2 top qui est tombée aussi, dragon des vents qui va être très important là sur la phase de resetup de la vision, puisque clairement le plan de jeu pour Optic c'est récupérer encore un Nashor pour arriver à apporter peut-être pas un coup létal mais en tout cas frapper très fort et mettre vraiment à mal FlyQuest avec un inhibiteur. C'est le strict minimum hein, clairement, puisque le Ezreal par rapport à un Varus en termes de DPS ça fall down à un moment donné. Il y a un moment ça devient compliqué. Ça pourra juste faire effectivement la phase de siège avec un gros poke. Le point étonnant c'est de ne pas avoir de Warmog potentiellement du côté de Zig, étant donné que cette Warmog permettrait lors des phases de siège que ce soit Zig qui se prenne le poke des FlyQuest, notamment celui de Kin, pendant ce temps là Haro qui sera en train de poke la team adverse. Et du coup voilà, entre chaque wave de creep évidemment, Zig pourrait se régénérer ses HP. Et bon, pour le moment il part cap du néant, ça peut être... Voilà, attention, la dispersion des faibles, regardez-moi ce burst là proposé sur la Lane FlyQuest. Instantanément c'est une rédemption qui va être calée malgré l'hémorragie. Et le Mortal Reminder de Haro qui fait son petit travail là-dessus. On va pouvoir deny encore ce red buff et avancer peut-être sur cette T2 au niveau de la mid lane, même si la barre de points de vie est encore assez haute. Est-ce qu'on peut vraiment arriver à défendre ça chez FlyQuest ? À première vue, il y a eu un back de la part de Stunt justement, qui revient. Toujours l'intérêt quand tu es dans ta base, tu peux te permettre de recall entre chaque wave de creep, tu as 30 secondes. Et avec le Homeguard, maintenant ça ne pose plus trop de problèmes. Il y a une capacité de clear qui est tout à fait bonne avec ce Varus, mais il faut oser aller mettre les auto-attaques sur les creeps. Ouais, PoE, enfin le duo PoE Haro qui met quand même une énorme pression. Là regardez encore les skill shots qui vont toucher sur un Jarvan qui a sous-estimé le Ezreal. On a préféré prendre la Warmog. Ça peut coûter cher, ça coûte même très cher puisque cette T2 était indéfendable. D'ailleurs, on regardera l'armure qui est assez inexistante dans le stuff FlyQuest, en dehors de ce lithoplastron pour Flame. Alors bien sûr, il faut respecter le pick Syndra de PO, qui est très bien dans sa partie et qui a un Rabadon terminé, d'où la présence d'un casque adaptatif pour Honda. Maintenant, on se cache pas qu'une petite pack des morts, éventuellement même un rendu 1 pourrait faire son travail. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de possibilités, hein. Rendu 1, plaque des morts, même une Tornmail, limite si nécessaire. Diminuer le heal d'un Ez ou celui d'un Maokai si à tout hasard se termine une auto-attaque. Il y a des options, mais il faut de l'armure. Je suis complètement d'accord avec toi parce que là, il y a quand même 2 pics qui mettent des auto-attaques. Ce qui reste excessivement important, notamment durant les grosses phases de poke. Honda, il a combien de HP actuellement? 3400, 3500. Malheureusement, ça tombe vite. Hein. Certes, il y a le remorque pour régénérer entre chaque phase, mais lors d'un gros teamfight, ça suffit de sentir. Ouais, ça va aller là. Le poke, ça passera pas. L'Emonation, 40 secondes avant de la shore. Flame qui va faire le déplacement à pied. On a pu tenir cette bot lane, plus de méga Gnar côté FlyQuest. Et Haro, regardez le placement de ce Ezreal, hein. C'est clairement Haro qui n'est pas inquiété. Le poke qui ne passe toujours pas, dispersion des faibles non plus. Zig, White Turtle, regardez qui face tank hein, sur Zig et sur l'Emonation, ça ira. Et c'est vrai que la présence du casque adaptatif sur Zig, ça réduit drastiquement le DPS d'un Varus via son Z. La grosse question c'est est-ce que ça va être suffisant, puisque on a un Ardent maintenant pour Stunt. Il y a l'Ardent effectivement qui va faire énormément de bien en termes de DPS. Le point intéressant c'est le barrage térébrant de la part de Haro qui a été envoyé en fait sur la wave qui était en train d'arriver bot lane, qui permettra sur d'ici 40 à 50 secondes de faire un slow push en faveur de Optic Gaming. Et ça c'est juste un point stratégique qui a été mis en place. Oh, le mur est excellent, attention Honda ici tirante, le combo qui ne passera pas, le turn back directement, premier burst pour Acadian qui a fait disparaître Kin de la surface du monde connu. Wild Turtle qui doit reculer sous croissance prodige, Wild Turtle qui flash Rain sans succès sur un PO qui joue un petit peu de réussite. Flame et Stun qui prendront leurs jambes à leur cou, la porte se referme, l'Emonation et les Ziggs avec une bonne traversée des abysses et le Nashor qui tend ses bras au Optic Gaming. C'est un free Nash avec une grosse wave top lane, un slow push bot lane qui est encore envoyé, ça vient d'être ping d'ailleurs côté Optic et on va pouvoir push 2 waves à la fois avec le Nashor ici. On parlait de la première victoire d'Optic, Ellie, et bien elle a l'air d'être c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, mais ça part bien. Et on est très bien parti, effectivement. Deuxième Nashor peut-être ici pour porter le coup de grâce ou le coup des stocks, on verra. Un Ekiro Gold qui va de manière croissante hein,
Depuis cette 20e minute de jeu environ, on arrive à 8k gold pour séparer les deux équipes et on va revoir ce fight avec pourtant un mur qui était excellent pour Kin. Et regardez le travail d'Acadian avec son Kha'Zix full damage. C'est un one burst qui ne pardonnera pas malgré le flash et l'huile de lâcher. Ça manque d'une petite stopwatch quand même pour le Millennium FlyQuest. Ouais, étant donné qu'il y a un Kha'Zix en face, c'est soit il joue collé à sa team pour éviter le debuff isolé, soit la stopwatch, complètement d'accord. Parce que là, Acadian, s'il y a une stopwatch instantanée, c'est lui qui se retrouve dans la méla, étant donné qu'il est complètement loin de ses mates. Après, Kin, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais là, il ne sort pas encore une très très bonne game. Hein. Même si le KDA est bon, parce qu'on est quand même sur un solide 3,5. Le fait de se placer en isolé comme ça avec une Taliyah, il y a un Kha'Zix en face. Hein. Et même si tu le disais, en fait, le Q-Spell sur les cibles isolées, quand il upgrade, fait quand même des dégâts en duo avec la Draktar qui ne sont pas à négliger. Bon, attention l'engage, la part d'Anda avec le flash ici, mais il est tout seul Anda. Il est tout seul, POE qui va se faire dévorer directement. Anda qui devrait tomber très rapidement sous les coups de POE. On offre aux Optic justement des tourelles, des fights comme ça gratuits. C'est la fuite en avant hein, pour FlyQuest. On a voulu tenter un pick-up sur un PO qui n'avait plus de flash et la présence de l'Emonation. Mais à un terme à ce plan de jeu, Wild Turtle mobilisé au niveau du bot side, la T3 qui tombe sur la mid lane, le premier inhibiteur de la partie en danger ici Optic qui pose un premier pied dans la base adverse, Flame qui doit reculer encore sous les feux nourris de PO et de Haro, deuxième T3 down, deux inhibiteurs en danger. Pas d'engage, hein, les FlyQuest qui sont complètement attentistes pour le moment et regardez la setup, tactiquement c'est très au point pour Optic. On a un énorme stop push au niveau du topside, on ne va même pas s'embarrasser d'un troisième inhib. On enchaîne directement sur les tours de Nexus. Il y a la T4, première T4 qui tombe, on attend Acadian hein, qui est patient sur le côté. Il est loin des tourelles Acadian et ainsi même s'il devient visible il serait pas vu. Ici c'est un point très intéressant s'il veut rentrer dans le fight à tout hasard, l'ultimate étant disponible. Le retour d'Anda ici dans la mêlée, on va pouvoir récupérer l'autre T3 Flame qui prend d'énormes dégâts, le barrage Bran qui ne touchera pas. Ça suffit pas, ça suffit pas. Troisième T3 down pour FlyQuest, on a pu retrouver l'intégralité de l'effectif. Est-ce qu'on va tenter un go-in? Wild Turtle qui DPS pour l'instant sur un Zig, regardez le tankiness de ce Maokai, Anda. On se replace et directement on est reparti pour rebours et la gloire du juste qui a été calée. Flame qui a pu stacker son Megagnar. Dernière tour de Nexus encore de up. Flame qui cherche un engage sans succès. Et les optiques patients qui vont refaire un timing lag je pense là-dessus. Ou l'Elder. Il y a Elder Drake. Ça peut faire back into base, ça peut faire Elder Drake into back into fin de game. Point intéressant ici, c'est qu'avec deux dragons infernaux, l'Elder Drake passera donc à 24% de bonus AD et AP. Ouais. Et la brûlure là sur un Ezreal qui va être full stuff, je vous cache pas que c'est pas Flame, c'est pas non plus Anda qui vont pouvoir encaisser sans sourciller. Et voilà, on rentre à la maison. C'est une game qui est très propre, hein, qui est proposée par Optic pour l'instant. Assez peu de morts. Et du coup, on va pouvoir rentrer à la maison tranquillement. Le rail est terminé pour PoE pour ne plus être sensible à un one burst. L'ange gardien de fini pour Acadian. Derrière, une petite BRK en préparation histoire d'être capable d'arriver à face to face encore, que ce soit ce Gnar pour Flame ou le Jarvan de Anda. Et derrière, il suffira juste d'aller porter le coup de grâce, je pense. On va peut-être attendre tout de même la setup au niveau des vagues de sbires. Ce serait dommage de s'en priver. Voilà, on prend un maximum d'armes. Le blue buff pour PoE, niveau 18. Et derrière, Acadian qui est déjà en train de chercher une cible. Et Kin, bah ouais. Bonjour. Oh là là, à chaque fois, c'est... Bah oui, un Kha'Zix avec 24% de plus, avec un stuff full assassin. D'ailleurs, il y a une cut lace du côté de ce Kha'Zix. Flashy, histoire... c'est pour c'est le flash du beau jeu. C'est le swag point. C'est le swag point là-dessus, clairement. Directement, ouais, PoE qui a pu prendre sa tortue sauvage du matin. Et Zig, est-ce qu'on flash in? Non, on va pas y aller. On va pas y aller, on va même pas attendre les vagues de sbires. Optic Gaming pour la T4, est-ce qu'on dive Fontaine? Est-ce qu'on prend les swag points? Haro qui a bien envie, c'est bon de booster le KDA, c'est du monde, de booster les stats les gars. D'abord tu fais perdre quelques HP quand même au Nexus, histoire d'être sûr. Et première victoire d'Optic Gaming, c'est fait. C'est fait, première victoire de Zab, le grand Thomas CSN. La Jab qui aura enfin réussi à mener sa team à la victoire. Très très belle prestation de la part d'Optic Gaming qui se serre la main entre Haro et Lemonation. C'est beau, Romain Bijard qui arrive, serrer ses joueurs dans ses bras. Les Aboutines qui n'en revient pas, genre. On a gagné. Mais c'était possible. Eh oui. Eh Romain, ouais, non, clairement, belle game, très belle game. Il n'y a pas grand chose à redire hein, sur Optic là-dessus. La compo était bonne. Ce pick Maokai qui a encaissé Zig qui a vraiment fait preuve d'un très gros mental dans cette partie. Derrière Acadian, on l'a dit, sur son cœur de jeu d'assassin, qui se met en avant. PoE sur sa Syndra, ça fonctionne. Il l'a montré. Et derrière Haro, une fois de plus, impeccable sur Ezreal. Sublimé par un Lemonation qui maîtrise parfaitement et traverser des abysses. Et la phase de laning, bref, ça fait plaisir. Première victoire pour Optic qui sort de ce bas de tableau. Est-ce que c'est le début d'une win streak?
Potentiellement parce qu'ils ont affronté les teams haut de tableau déjà auparavant. Là, ils reprennent confiance face à des teams un peu plus faibles. Et les autres teams, ça va être tableau, milieu de tableau. Ce qui est largement prenable. Une fois que tu as récupéré confiance, que tu n'affrontes plus, on va dire, les géants américains, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors, attends, je te calme direct parce que la semaine prochaine, Optic affronte EcoFox et Cloud9. Easy, ok, c'est tu dit. vois. Zaboutine, il va aller les regarder, il va aller voir Ouni, il fait alors, t'es allé au World, t'as perdu, c'est quoi? Et bam, et Zig va éclater Ouni. Oui, Zig va éclater Ouni. J'ai la croix avance dans les C'est optiques dit. maintenant, tu vois. C'est dit. Bah, du coup, on se repasse cette première victoire pour Optic. Et ça a été dur, hein, ces premières journées. Cette première semaine notamment a été compliquée pour Optic, mais ils ont su faire face. Le Green Wall n'a pas cédé, il a tremblé certes, mais il a tenu. Et enfin, première victoire de Zap, gros GG poto si tu nous regardes. Quant à nous, on va se faire une petite pause rapidement pour reprendre nos esprits. On enchaîne sur la game suivante, ce sera... Les GGS face au CLG. Exactement, Golden Guardian contre Counterlogic Gaming en BO1. A tout de suite sur Gaming.